Ah, nous voilà enfin après ma semaine sans réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous faire un apéro pour vous raconter comment j'ai survécu sans viande, sans alcool et sans Facebook. Des trois, sachez que ce qui m'a manqué le plus, bizarrement, était Facebook. Ce qui manquait, ce qui me rassure aussi, je ne sais pas. J'en tire pas de conclusion. Ce soir, malheureusement pour moi, j'espère que ce n'est pas votre cas, je suis à Le Gazeuse. Je vais faire mon seul et unique, quelle que soit la durée de ce confinement, ce sera certainement, enfin j'espère que ça ne va pas durer 3 ans quand même, mon seul et unique apéro confiné à l'eau gazeuse. Si vous buvez autre chose, vous pouvez m'envoyer des photos en commentaire, comme ça au moins je saurai à quoi ressemble la vraie vie des gens qui ne se mettent pas des défis à la con comme le mien. Aujourd'hui, je vais faire d'abord, bonne nouvelle, puisqu'il fait beau et que vous avez tous un potager ou autre chose arrangé chez vous, je vais vous parler en deux parties, ce sera plus court. Puisque tout le monde parle de cuisine et puisque j'ai fait ça toute la journée, je vais vous expliquer ce que c'est que ceci. La dernière fois que j'avais mis ça en photo, c'était l'année dernière à peu près à la même époque, on m'a dit que c'était des tomates. Ce ne sont pas des tomates. Je vais vous les montrer, je vais vous dire à quoi ça sert en 3 minutes et comment le faire pour ceux d'entre vous qui sont curieux, qui veulent s'amuser. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ceci? Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image ou pas, si vous le voyez ou pas. Ceci est un œuf. Alors, quand il est comme ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup bossé. Quand on avait voulu faire plaisir à sa famille ou à ses amis ou épater pour ceux qui sont plus doués, on les pend dans les pays de l'Est. Et quand on ne sait pas pendre et qu'on a quand même voulu faire plaisir aux autres et faire des efforts, il ressemble à ça. Et je vais vous apprendre comment les faire comme ça. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est le samedi de Pâques chez les catholiques. Je suis orthodoxe. Chez les orthodoxes, c'est la semaine prochaine. Je vais vous faire un mix puisque ces œufs rouges là, ils se trouveront samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, sur quasiment toutes les tables des orthodoxes. Je dis même pas quasiment, je suis sûre que ce seront ces œufs-là, à moins rupture de stock due au confinement, se trouveront sur toutes les tables des orthodoxes du monde entier dans la nuit du... Sauf les Russes, parce que je ne suis pas sûre pour leur date, mais en tout cas, les Romains et les orthodoxes, les Grecs et les orthodoxes de Constantinople, ils auront tous ces œufs rouges samedi prochain. J'étais censée les faire en Roumanie la semaine prochaine, puisque c'était les vacances, puisque nous allions fêter Pâques en famille en Roumanie. Le sort a décidé autrement, alors c'est un mix de Pâques orthodoxes et de Pâques catholiques que nous fêterons chez nous ce week-end. Donc voilà pourquoi vous aurez droit à mes œufs roumains. Et ensuite, puisque j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, le deuxième sujet, un bouquin sur l'ambition, et qu'est-ce que je ne trouve dedans? Un chapitre de moins une vingtaine de pages sur la Golden Globe Race, celle de 1968. Alors cela m'a beaucoup intriguée parce qu'il est écrit par Vincent Cespedes, que vous avez beaucoup vu sans doute à la télé, que vous avez entendu à la radio. Vincent Cespedes c'est un philosophe, il intervient beaucoup en entreprise, il travaille avec des psychiatres, il écrit des livres qui se vendent plutôt bien. Moi, je l'avais rencontré dans un salon du livre, je n'avais pas lu son livre qu'il m'avait offert, et là, quelle ne fut ma surprise l'autre jour de découvrir dans ce livre qui s'appelle L'ambition ou l'épopée de soi, qui a comme sous-titre Changer sa vie, c'est changer le monde. Ça m'intriguait un peu, il est paru chez Flammarion. Quelle ne fut ma surprise de découvrir ces pages sur la Golden Globe Race. Je ne veux pas vous raconter toutes les 20 pages du chapitre. Je vais juste vous dire les 3 lignes parce qu'il choisit 3 des personnages de la première, 3 des personnages principaux de la première Golden Globe Race et il va nous faire son analyse philosophique, un peu psychiatrique aussi de ces 3 personnages. C'est assez intéressant. Je vous en parle tout à l'heure. L'histoire des œufs, pour ceux d'entre vous qui sont curieux. Comment cela se fait? Comment un œuf normal peut arriver à cette couleur-là? C'est une recette de ma grand-mère paternelle. Évidemment, quand j'habitais en Roumanie, nous achetions du colorant alimentaire pour nos œufs de Pâques. Mais ma grand-mère paternelle a continué toute sa vie, elle est décédée aujourd'hui, toute sa vie, elle a utilisé la méthode traditionnelle, la sienne, des terres d'Oltenie, où elle a vécu toute sa vie, parce qu'à cette époque-là, un peu comme nous, peut-être bientôt, j'espère que non, ce ne sera pas le cas pour nous. Ma grand-mère maternelle n'a jamais quitté l'Oltenie, sa région natale, et n'a jamais quitté ses traditions. Donc même quand le colorant alimentaire a existé, et même quand c'était plus facile, elle a continué à faire ses œufs rouges avec ceci. Donc pour ceux qui veulent s'y lancer, c'est très facile à faire. Et après, ça peut se manger un œuf mimosa, si vous le voulez, en entrée. Qu'est-ce qu'on fait avec cet oignon? C'est un oignon basique. Vous enlevez la première peau. Attendez, hop, comme ça. Voilà,
Voilà. J'enlève pas tout parce que je ne peux pas avec le micro. En fait, enlever seulement la première peau vous permet de ne pas abîmer l'oignon et de pouvoir le réutiliser plus tard. Parce que, comme vous savez, celui-ci, le mien, il a plus beaucoup de peau parce que j'ai déjà utilisé les précédentes. Donc, sur chaque oignon, vous allez enlever, avoir des choses comme ça. Si vous avez un sachet, si vous avez 4-5 oignons, juste d'en enlever quelques-unes, ça suffit. Vous prenez une bonne poignée. Moi, j'ai fait ici 12 œufs. Enfin, je voulais en faire 12, je me suis trompée, j'en ai fait 13. Mais en fait, la même quantité de décoction peut pendre une bonne quantité d'œufs si vous êtes plus nombreux que nous. Nous sommes seulement 4. Une fois que vous avez enlevé les peaux, vous les mettez dans de l'eau, comme pour faire une tisane. En fait, vous mettez de l'eau à chauffer, vous mettez une poignée ou deux de ces peaux d'oignons dedans et vous les laissez bouillir un petit peu quelques minutes, en fait, ce qui fera comme une décoction de ces feuilles-là. Alors, ce qui est très amusant, c'est que au bout de quelques minutes, l'eau ne sera pas jaune comme on pourrait l'imaginer, mais de cette couleur-là. Elle sera un peu rouge, un peu marron. Et plus vous laissez l'eau bouillir, si vous êtes des gens patients, plus la couleur sera intense et foncée. Moi, je ne suis pas patiente. Donc, je fais juste de quoi rougir les œufs. Entre parenthèses, pourquoi cette tradition des œufs pans et des œufs rouges chez les orthodoxes? Parce qu'on dit que le jour de la mort du Christ, Marie-Madeleine, la Vierge Marie et d'autres femmes étaient au pied de la croix en train de regarder le Christ. Elles ont déposé un panier d'œufs au pied de la croix parce que pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, pour le moment. Et donc, le sang du Christ aurait coulé sur ce panier d'œufs, les aurait rendus rouges, et c'est en mémoire de ce moment. Mais aussi l'œuf, sans chercher des symboliques, vous savez, signe de renaissance, etc. En tout cas, chez les orthodoxes, et dans mon pays, en Roumanie, ces œufs sont rouges parce que le sang du Christ se trouve dessus. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est l'unique moment de l'année où nous faisons ces œufs rouges, c'est au moment de Pâques. Voilà pour l'explication. Pourquoi sont-ils rouges? Alors, si vous voulez qu'ils soient comme ça, dès que la décoction est faite, vous mettez les œufs à l'intérieur, vous laissez bouillir, je ne sais pas trop, le temps d'un œuf dur, qui doit être environ 10 minutes, je crois. Ensuite, vous sortez l'œuf, il est comme ça. On doit lui faire une autre opération que je vais vous montrer tout à l'heure pour qu'il soit plus joli, bien sûr. Et si vous voulez épater, attendez, parce que celui-ci n'est pas très beau, mais si vous voulez... Est-ce que celui-ci est plus beau? Si vous voulez avoir des petits dessins comme ça, sans les peindre vous-même, alors voilà ce que vous faites. Vous prenez un vieux collant. Un vieux collant déchiré. On en a toutes en ce moment parce qu'en fait, ils sont tous déchirés. Les collants, je pense qu'on va renoncer à importer. Enfin, je ne sais pas vous. C'est un débat que je lance. Expliquez-moi, les filles. Comment vous faites-vous avec les collants? Parce que chez moi, ça n'existe plus. Les collants, ils sont abîmés maintenant. Dès qu'on les achète, en fait, on les porte à peine une fois. Donc, vous prenez un de ces vieux collants. Vous ne vous énervez pas parce que vous l'avez payé 7 € et qu'il vous a duré une sortie et encore. Vous vous dites, il va resservir. Ah tiens, ça me fait penser à un truc, une autre question que je vous lance. Est-ce que vous avez aussi remarqué que chez vous, pendant le confinement, vous êtes plus proche, peut-être pas du zéro déchet, mais d'une quantité de déchets beaucoup moindre? Moi, j'ai fait Enfin, ça c'est un truc que je vous raconterai une autre fois. Comment j'ai testé pour vous la semaine zéro déchet. Elle marche presque. Je vous dirai comment. Donc là, revenons au collant en question. Vous le prenez, vous mettez l'œuf à l'intérieur du collant. Ensuite, vous prenez un végétal. Là, je vous ai mis... Ah bah tiens, je ne voulais pas montrer mon lilas. Vous savez, le fameux lilas un peu chétif. Bah, il va un peu mieux. Donc en fait, vous prenez un végétaux, ça peut être une feuille comme ça. L'idée, c'est que vous choisissez dans les végétaux que vous prenez quelque chose qui se mange, parce qu'il va bouillir avec l'œuf. Donc il ne faut pas que vous vous intoxiquiez. Moi, pour ma part, je prends du persil. Vous voyez? Là, à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien ou pas. Je mets à l'intérieur l'œuf, je mets une feuille de persil sur l'œuf et je ferme des deux côtés avec un nœud pour que la feuille de persil soit maintenue assez fermement posée sur l'œuf cru. Et donc, cet œuf-là, je le rentre dans la décoction avec les autres, je le laisse bouillir, il va devenir un œuf dur. Et à la fin, ça dépend, on le laisse bouillir le temps qu'on veut. Et à la fin, vous voyez, là, c'est un peu un trèfle, un persil avec 3. Et donc, à la fin, on enlève, on sort l'œuf du collant, on enlève le persil et ça ressemble à ceci. Voilà. Et après, pour faire joli, la dernière opération, je vais laisser le micro pour vous montrer ce que je fais. Je vous dis d'abord et après, je vous montre la différence. Avant de les poser sur la table pour qu'ils soient plus beaux, vous prenez un peu d'huile, un sopalin
Et vous allez voir ce que je fais. Vous faites ça, ça prend 30 secondes et ils sont vachement plus jolis. Regardez. Voilà. Donc, on les essuie avec de l'huile. Et ensuite, avec un sopalin propre, on essuie l'excédent d'huile pour qu'il ne soit pas glissant. Donc, ceci est un œuf qui a de l'huile. Ceci est un œuf qui n'en a pas. On voit tout de suite, enfin, je ne sais pas si vous la voyez, mais on voit tout de suite la différence. De même que celui-ci avec son persil. Il est vachement plus joli, n'est-ce pas? Comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, chez les orthodoxes, ce qu'on fait, c'est que chacun autour de la table. Alors, je vous dis ça parce que je ne veux pas faire une soirée religieuse, ce n'est pas l'objectif. Nous avons tous nos habitudes familiales, nos traditions, la manière dont nous sommes nés. Chez nous, les orthodoxes, c'est assez facile parce que finalement, la foi, enfin, encore en Roumanie, encore pour le moment, je crois que la foi est assez intimement liée à la tradition. Ce n'est pas une question de ce à quoi il y a des gens comme partout, plus pratiquants que d'autres, plus croyants que d'autres. Mais cette histoire, cette tradition des œufs rouges existe presque dans toutes les familles encore aujourd'hui, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne se pose pas la question et on perdure la tradition. Alors moi, je l'ai même, pour tout vous dire, j'ai fait cela même pour ma famille catholique, qui se prête au jeu sans trop comprendre ce qu'ils disent, parce qu'ils le disent en roumain. Donc en fait, autour de la table, tout le monde va choisir un des œufs qui se trouve sur le plateau. Et si vous êtes curieux, je vous dirai en commentaire comment faire pour gagner à ce petit jeu-là. Et chacun choisit un œuf et deux personnes doivent s'affronter deux par deux dans le jeu. Donc, par exemple, moi j'ai cet œuf-là, ma fille va prendre cet œuf-là. Une personne âgée et une personne plus jeune, c'est toujours la personne la plus âgée qui doit jouer en premier. Donc, je vais laisser le micro pour vous expliquer juste 30 secondes à quoi cela ressemble. Donc, dans cette main, hop, ça c'est la main de ma fille, par exemple. Ça c'est la mienne. Moi, j'ai dit Christos enviat. Elle répond Adevorat enviat, ce qui veut dire Jésus est ressuscité. Elle répond en vérité, il est ressuscité. Et donc, moi, je tape avec mon œuf, puisque je suis la personne la plus âgée, sur l'œuf de ma fille. Et un des deux œufs va se casser, pas l'autre. Ensuite, imaginons que c'est mon œuf qui s'est cassé, que celui de ma fille a résisté. Deux par deux autour de la table, tout le monde a fait ça. Et ensuite, ceux qui n'ont pas encore l'œuf cassé vont s'affronter avec un autre de ceux comme eux, qui ont des œufs entiers. Ce seront des discussions, enfin, ce sera toujours la même chose. La personne la plus âgée qui tape en premier, la personne la plus jeune qui tient son œuf. Et à la fin, autour de la table, il y a un seul vainqueur. Ça ne veut rien dire. C'est juste un jeu qu'on fait tous. Enfin, ça veut dire des choses. Mais à la fin, pourquoi il reste un seul avec un œuf qui gagne c'est juste... je n'ai pas d'explication à cela. Alors, comment gagner dans ce jeu? Il faut choisir un certain type d'œuf. Déjà, quand on choisit dans le plateau, là, moi, j'ai seulement des œufs de poule, mais vous pouvez avoir aussi des œufs d'autres animaux. En roumain, on dit bibilique. Je ne sais pas quel est cet autre oiseau en français. C'est un oiseau qui est plus petit qu'une poule, qui ressemble un peu à une dinde, mais plus petite. Donc, elle fait des œufs un peu plus petits, très pointus, et qui doivent avoir plus de calcium, sans doute parce qu'ils sont très forts. Donc, une des astuces pour la famille qui accueille, c'est de mettre quelques œufs de cette espèce de petite dinde, qui n'est pas une dinde, je le redis, je ne sais pas quel est le nom de cet oiseau en français, mais je suis sûre qu'elle existe. Elle est un peu ronde, c'est un oiseau un peu rond, gris avec des petits points blancs. Et donc on met quelques œufs un peu plus petits de ces oiseaux-là. Et donc chacun choisit, et ces œufs-là, les plus petits seront les plus forts. Donc quand les gens choisissent, ceux qui s'y connaissent vont choisir évidemment les œufs plus petits. Parce qu'en général, je ne sais pas si parce que les derniers seront les premiers, mais les œufs plus petits sont plus durs, donc ils se cassent moins facilement. Ça, c'est une des astuces. L'autre, c'est que lorsque vous cassez votre œuf, il faut toujours le tenir dans un certain sens. Vous voyez celui-ci. En fait, un œuf, les miens ils sont un peu plats, remarquez, j'ai acheté des œufs un peu plats. Mais normalement, l'œuf est toujours plus pentu d'un côté et plus plat de l'autre. Du côté où il est plus plat, c'est le côté où, lorsqu'on mange un œuf, lorsqu'on a un œuf dur,
il y a un trou d'air. Donc évidemment, quand vous tendez l'œuf, vous tendez le côté pointu, pas le côté du trou d'air. Sinon, vous êtes sûr d'avoir perdu. Donc ça, ce sont quelques astuces. Si les œufs sont tous les mêmes, comme les miens, c'est-à-dire qu'ils sont tous des œufs de poule, achetés tous en supermarché au drive, donc je ne sais pas trop quelle est la qualité de leur calcium. Il n'y a pas vraiment de côté pointu. Je vous jure que les œufs froment, ils ont un côté pointu et un côté plus plat. Ceux-là, ils sont tous un peu ronds partout, mais celui-ci, vous voyez, là, il est quand même plus pointu, je dirais. Alors, si les œufs sont tous pareils, que vous n'avez pas la petite dinde là avec des petits pois blancs et gris pour mettre dedans pour tricher, vous pouvez toujours, si vous avez un œuf en bois, mettre un œuf en bois. Hein. Mais moi, j'en ai pas. Donc, l'autre petite astuce, la dernière qui reste, puisque il est plus vieux que moi, donc celui qui va taper en premier, quand vous tenez l'œuf dans la main, donc vous savez que c'est quelqu'un d'autre qui va taper, essayez d'entourer l'œuf du maximum de votre pomme. Je ne sais pas pour quelle raison physique. S'il est mieux entouré, mais vous ne serez pas au point de l'écraser, s'il est un peu serré, mieux entouré, il se casse un peu moins vite. Voilà, là, je vous ai donné toutes mes astuces. Donc ça, c'était la petite histoire du jour. N'ayez pas peur. Samedi prochain à l'apéro confiné, j'espère de tout mon cœur que d'ici samedi prochain, nous puissions boire des vrais apéros avec du vrai alcool et des vrais amis autour de soi. Mais je crains fort que non. Donc, samedi prochain, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous apporter la recette du pain ou la recette de lentilles. Je ne parle plus de cuisine pour la bonne et simple raison que j'ai aucune idée de comment on cuisine. Là, les œufs, c'est déjà mon gros effort de la semaine. Voilà pour l'histoire de la cuisine, mais sinon, la prochaine fois, nous parlerons d'autres choses et surtout des blagues parce que c'est un peu ça l'idée de ces apéros. C'est de faire 5 minutes qui à chaque fois finissent en 15. Là, je pense que je suis... Déjà, alors que j'avais dit les œufs, c'est 3 minutes. Je pense que je suis arrivée à 15. Donc, la prochaine fois, ça reste les blagues. Et on ne parleront que des blagues. Envoyez-moi d'ici là vos blagues. Et surtout, ce qui serait sympa, c'est que vous me le mettiez aussi en commentaire au fur et à mesure pour que nous puissions finir notre verre d'eau aujourd'hui ou d'alcool en discutant ensemble en commentaire après le live. Je vous promets, juré, que la prochaine fois, j'essaie de faire plus court, que le live sera court et qu'ensuite nous pourrons continuer de boire nos verres en discutant en commentaire. Alors, puisque j'ai décidé que je finissais parce que c'était trop long, je ne vais pas vous parler de cette découverte, de ce livre. Je vais vous dire juste un mot. Je vois déjà la tête de ceux qui me connaissent. Je pense surtout à Frédéric Martineau et à Karine Ruin. Si jamais elle regarde, je vois déjà la tête. Ah oui, elle a dit qu'elle ne va pas en parler, donc elle va quand même en parler. Mais je vais vous raconter ce chapitre qui s'appelle Destin en haute mer, qui est une analyse de 3 des personnages qui ont fait la Golden Globe Race de 1968. Et c'est une analyse à la fois psychologique, à la fois philosophique, mais surtout psychologique, de qui étaient ces hommes-là, pourquoi ils ont fait cette course-là, quel type d'ambition les motivait à s'inscrire dans la course, à continuer la course. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher en lisant ces lignes-là, de penser à Jean-Luc Vandenette, de penser à Uku Randma. D'ailleurs, Uku qui vient de sortir un film de son épopée, en estonien, je l'ai vu ce matin au lit, en estonien, mais j'ai regardé vachement une demi-heure au moins en estonien parce qu'il y avait des images, il y avait une émotion. Voilà, c'était une matinée placée sur le signe de la Golden Globe Race avec le film d'Uku. Et puis ça a continué comme ça. Et en lisant les 3 portraits de ces 3 hommes, un est Bernard Moitessier, l'autre est David Crosfoot, je ne sais pas prononcer son nom, l'anglais qui s'est suicidé et qui avait triché, comme vous le savez, et l'autre c'est Tigel, un autre personnage assez dramatique de cette course. Donc, c'est l'analyse que nous ferons de 3. Alors, puisque pour ceux qui n'en ont marre, qui ont assez vu des œufs, de mes chansons, et qui ne sont pas intéressés par la Golden Globe Race, parce qu'ils ne sont pas des marins, vous pouvez rentrer vous coucher. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Vous êtes vraiment trop sympa. Pour ceux comme Odile qui le regardait tout à l'heure et qui était avec moi, Odile, hâte de le prendre en vrai, cet apéro c'est vrai. Et donc, pour ceux qui connaissent la Golden Globe Race, je vais lire ces pages qui, cette page, elle n'est pas très longue, qui, m'a terriblement touchée, émue. Donc, c'est sorti du contexte du livre. C'est juste une introduction de comment ce philosophe, ce Parisien qui fait les plateaux télé, les radios, qui ne connaît rien à la mer,
comprend ce que peut vivre un navigateur de la Golden Globe Race. Et je vous jure que de le lire m'a fait penser à ce que moi j'ai ressenti, de ce qu'ont senti ceux qui ont vraiment fait le tour du monde en solitaire, à l'ancienne et à la voile. Alors évidemment, à eux de nous dire, surtout si Jean-Luc regarde un jour, Odile, tu demandes à Jean-Luc si lui il a ressenti ce que dit Vincent Cespedes dans son livre. Le navigateur du Golden Globe de 1968, lui, est seul face aux éléments déchaînés. D'énormes tempêtes avec des vents de 150 km/h. Seul face à lui-même, surtout, dans l'enfer paradisiaque de l'absence d'autres, passant le plus clair de son temps dans une cabine spartiate de 9 pieds sur 8. Il doit éviter les glaces dérivantes et les icebergs, ces dangers constants qui interdisent de fermer l'œil. Progresser sur le fil du rasoir des centres dépressionnaires, barrer parfois 23 heures sur 24 en cas de défaillance technique. Suivre la route des 40e rues du sang, le domaine sinistre et sublime des grandes brises d'ouest. Prendre des risques à la limite du chavirage. Se redresser grâce à son lest s'il chavire, dans un gigantesque désordre de vaisselle cassée, de vivres et de matériel. Doubler les 3 caps, avec leur vent glacial, qui sangle en continu même en été, leurs vagues hautes comme des immeubles, destructrices comme des avalanches. Tout ce périple en 300 jours, à une époque où n'existe ni balise, ni communication satellite, sans escale, sans assistance, ni ravitaillement, implacablement seul. Immensément soi, ambitieux de l'extrême, menacé par les profondeurs. Oui, bien plus que les conquêtes hécatombes dictées par l'histoire, la course en haute mer exige une ambition à toute épreuve et sert de révélateur chimique du fond d'un vouloir qui se trouve en son cœur. L'autorité d'un seul sur la multitude est toujours une imposture. Lever et diriger des troupes, l'extension ambitionnelle du jeu de petits soldats des plombs. Mais, je cite, j'ouvre les guillemets, mais naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. La citation était d'Éric Tabarly dans Mémoire du large. Sur les 9 compétiteurs du premier Golden Globe, 4 abandonnèrent. Un seul arriva à bon port. Portés par des urgences spécifiques, nos 3 ambitions vont, eux, suivre des routes maritimes et existentielles radicalement différentes. La route du gâchis de soi, avec Donald Crowhurst, j'ai jamais pu prononcer son nom. La route du gâchis de soi, avec Donald Crowhurst, le pathétique. La route de l'orgueil de soi, avec Nigel Tetley, le jusqu'au-boutiste. La route de l'épopée de soi, avec Bernard Moitessier, hippie des mers. Et donc ensuite, sur une 20aine de pages, il nous explique un peu, il les prend tous les 3 et il les analyse depuis le début de leur vie dans leur famille. Il suit toute leur trajectoire de vie depuis l'enfant qu'ils ont été, là où ils ont vécu, et jusqu'à ce moment, et on l'a précisément pour les 3, ce moment où ils décident, en voyant l'annonce du Sunday Times, de s'inscrire dans cette course ultime, à l'époque, et jamais testée, d'un tour du monde sans assistance, en solitaire, pour voir si cela avait été fait. C'est une ambition qui le pousse. Laquelle, et c'est cela qu'il essaye de démontrer sur une 20aine de pages, même plus, je pense que c'est une 40aine de pages d'ailleurs, il nous démontre qui ils sont, d'où ils viennent et de quelle manière l'ambition peut être mauvaise, peut nous pousser aussi du mauvais côté et être gaspillée en fait. Parce que l'objet du livre, c'est de nous dire l'ambition est bonne, gardez-la, mais ne la gaspillez pas en vous. Et ensuite, donc, peut-être la prochaine fois, si vous aimez ça, si vous avez bien aimé, je vous lirai la fin parce qu'elle est très jolie aussi. La fin des 3, la fin de leur histoire. Elle dure une demi-page, elle n'est pas longue. Mais pour aujourd'hui, je crois que j'ai déjà fait bien trop long. Merci de m'avoir suivi. Donc, peut-être que je ferai une chronique de ce livre-là dans la chronique du mercredi qui ne sera pas en live, mais une chronique enregistrée. Je vais essayer, pour sortir un peu des apéros du soir, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus sérieux le mercredi, en plus court, de chronique livre, pour ne pas
perdre la main parce qu'un jour, peut-être, je sortirai de ce confinement et un jour, peut-être, me demanderont-on encore de lire des livres et de les présenter dans des salons du livre, d'interviewer des auteurs surtout. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était tout. Promis, juré, le prochain apéro confiné ne parlera que d'alcool et de blagues. Celui-ci était un apéro un peu différent. Je souhaite à tous les catholiques qui le fêtent une très joyeuse fête de Pâques et aux autres un bon week-end avec le soleil et beaucoup de paix, je l'espère, quelles que soient nos vies et où que nous soyons dans nos vies. Merci, à samedi prochain.